De retour dans l'Africa Newsroom, nous avons été rejoints sur ce plateau par M. Patrick Gabriel Dion. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Parti congolais du travail en France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous sommes toujours en compagnie de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo et de notre invitée Marie-Thérèse Altermat. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. C'est l'aboutissement d'un long processus. La Banque islamique de développement et la République du Cameroun ont mené ensemble un projet dont le but d'augmenter le taux d'électrification rurale au Cameroun qui se situe actuellement autour de 18%. Ce projet a pour ambition de booster le taux d'électrification rurale. C'est un reportage de nos correspondants au Cameroun, Chérif Ousmane Bardoukan et de Viviane Baoken. Au Cameroun, sur un taux d'électrification de 40%, les zones rurales s'en sortent avec près de 18%. Pour pallier ce déficit, le gouvernement a élaboré un plan directeur de l'électrification rurale qui projette un taux de 98% en 2035 pour un coût global d'environ 600 milliards de francs CFA. Depuis 2013, les missions de l'Agence d'électrification rurale ont été renforcées afin qu'elle assure pleinement la promotion et le développement de l'électrification rurale sur l'ensemble du territoire national. Nous nous sommes déployés à faire l'étude du plan directeur de l'électrification rurale. Ensuite, le plan d'action national énergie contre la pauvreté. Ensuite, la carte électrique du Cameroun. Un certain nombre d'études qui nous a quand même permis de bien voir le secteur rural du Cameroun et sortir de ces études des projets, des plans prioritaires à partir desquels donc, nous soutirons à chaque fois que nous avons un financement, nous soutirons une partie que nous électrifions. Avec l'aide des bailleurs de fonds, notamment la Banque islamique de développement, l'AER a lancé en 2011 la première phase du plan d'électrification rurale. Elle ne concernait que 33 localités pour une électrification de 3 935 ménages dans les régions du centre, du nord et du nord-ouest. Au départ, il était question d'alimenter 33 localités pour à peu près 6 milliards de francs CFA. Mais en fait, à la réalisation, nous avons été jusqu'à 66 localités avec le même montant parce que nous ne pouvions pas passer sur des villages et les laisser. Donc c'est ainsi que entre deux localités, s'il y avait une localité qui n'était pas prévue, on l'électrifiait automatiquement. La deuxième phase du projet prévoit l'électrification de plus de 112 localités dans les régions de l'Adamawa, du centre, du nord, de l'ouest et du sud pour un coût global d'environ 19 milliards de francs CFA. Ce projet comprend les études, la conception et la construction de 757 km de lignes moyenne tension, mais aussi 94 postes de distribution. Des extensions de réseaux et des branchements de foyers d'éclairage public sont également envisagés. Nous sommes ici sur l'aire de façonnage de supports. Après les avoir façonnés et commencer à présenter les armements, nous les plantons. Oui. Et par la suite, on déroule les différents câbles, on installe les postes de transformation, puis on procède au raccordement. Après le raccordement, on fait l'essai par des branchements d'essai ou 10 tests. Bon, quand tout est concluant, alors on peut procéder à la réception du réseau. Autrefois lésées et privées des avantages de l'énergie électrique, les populations rurales commencent progressivement à sortir de l'obscurité. Les ménages sont désormais éclairés, le niveau de vie et l'activité économique ont été améliorés. Oui, le commerce, les machines à écraser, parce qu'ici on fait beaucoup de bâtons de manioc. Donc ça va nous faciliter les travaux de bâton pour écraser la pâte, pour avoir la pâte et avec un bon bâton élastique. Ça nous donne la joie, mais ça nous donne la joie vraiment. Nous sommes vraiment fiers de ça. Du projet, les poteaux même, le courant. Pour le gouvernement, l'électrification rurale a surtout permis de diminuer l'exode rural. Les facilités autrefois présentes uniquement en ville sont maintenant disponibles dans les villages grâce à l'énergie électrique. Avec l'électricité au village, on peut avoir une activité créatrice de revenus. On peut avoir
sa bière fraîche, on peut aller en boîte de nuit la nuit, on peut... Donc tout ce qu'il y a en ville, en fait, se retrouve dans les villages. Et ça, c'est une très bonne chose parce que nos populations aiment ça. L'électrification rurale reste un défi majeur pour le gouvernement camerounais. Dans la mise en œuvre de son plan directeur sur la fourniture en énergie électrique des zones rurales, l'État fait face aux récurrents problèmes de financement, le difficile accès aux zones enclavées, tout comme l'implication effective des populations autochtones constitue également des préalables. Si vous voyez, les poteaux sont c'est un matériel qui n'est pas facile à transporter. Et quand la route n'est pas carrossable, c'est des gros camions, les semi-remorques qui les transportent. Et c'est des camions qui ne roulent pas sur n'importe quelle route. Nous parlons d'électrification rurale. Ça veut dire clairement que nous sommes en zone rurale. Et en zone rurale, pour la plupart du temps, les routes ne sont pas carrossables en temps de pluie. Ça fait donc que ça nous crée des problèmes. Soit le camion va laisser les poteaux au goudron et on va encore se peiner à faire entrer, ainsi de suite. C'est pas facile. Nous n'avons pas un seul matériel qui se transporte facilement. Troisième pays au plus grand potentiel hydroélectrique d'Afrique après la République démocratique du Congo et l'Éthiopie, le Cameroun envisage, outre la construction des barrages, la production d'énergie renouvelable pour diversifier ses sources d'énergie et combler son déficit énergétique. Plusieurs projets sont en cours pour le développement du solaire et de la biomasse. On a fait plusieurs réunions parlant de l'énergie renouvelable. Et déjà, il y a eu une modification au niveau du gouvernement. Le ministère en charge de l'eau et de l'énergie a connu une nouvelle direction appelée Direction des énergies renouvelables. C'est déjà la preuve que l'administration en place en a pris conscience. Le Cameroun vise un taux d'électrification de 50% d'ici à 2022. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement compte principalement sur la mise en service du barrage de Nachtigal prévu en 2021. Cette infrastructure ajoutera un peu plus de 400 MW à l'offre énergétique du pays. Les prévisions de l'État reposent également sur le barrage de Mainveleu en cours d'achèvement dans la région du Sud Cameroun. Il permettra dès le mois de juin 2017 d'injecter 200 MW supplémentaires au réseau interconnecté Sud. Des projets qui permettront l'augmentation du taux d'accès à l'électricité pour les populations locales. Madame Altermatin, le projet d'électrification rurale est entré dans sa deuxième phase en juin 2016 au Cameroun. Quel bilan à ce jour? Là, je ne veux pas être, comment je peux dire, sceptique. Moi, je suis adepte du verre à moitié plein et je dis bravo. Mais n'oublions pas que le Cameroun est l'un des rares pays africains où on a plusieurs barrages. Le barrage hydroélectrique de Sonlolo, d'Edea, de Lagdo, bientôt de Lompanga et de Mainveleu. Et jusqu'à ce point, on n'arrive pas à satisfaire les ménages camerounais. On a un problème de délestage où vous êtes là en famille, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière. Et le problème récurrent du délestage, on ne sait pas, c'est dû peut-être à la vétusté de ces anciens barrages électriques, hydroélectriques qui ne sont pas entretenus, parce qu'il y en a d'autres qui montrent déjà les signes de vieillesse, comme celui de Sonlolo, où le risque est de 7 sur 9. Maintenant, l'électrification des zones rurales, moi je dis c'est une bonne chose. Pourquoi ne pas miser sur les énergies renouvelables, les énergies vertes, comme le solaire, l'éolienne, la biomasse? Moi je crois que ce que nous pouvons faire, c'est le transfert des compétences, faire des formations auprès des ingénieurs qui pourront développer ces secteurs d'électricité, de l'énergie renouvelable. Parce qu'on sait que le soleil, tout est cher en Afrique, dans le monde d'ailleurs, mais sauf le soleil, il est gratuit. Pourquoi les gouvernements, ce n'est pas des reproches, ce n'est que des propositions, ne peuvent pas axer un peu plus, donner plus de moyens à ce secteur de l'énergie qui peut permettre à un plus grand nombre des zones reculées d'avoir accès
à l'électricité. J'ai vu dernièrement, il y a une société qui a lancé les lampes solaires. Hein. Vous allez dans des villages des plus vraiment reculés, vous voyez qu'il y a quand même de l'électricité, il y a une source de vie. Donc moi je me dis, le Cameroun compte énormément sur ces énergies, puisque l'exportation, on sait, c'est les énergies fossiles. Il y a le gaz qui est aussi très 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 important, il y a le pétrole, ça représente près de 50% des exportations. Mais n'oublions pas que ces énergies fossiles vont aussi s'épuiser, puisque ce n'est pas à vita aeternam. Donc que le gouvernement puisse aussi se retourner vers les énergies renouvelables, je crois que ça donne vraiment un peu plus d'ampleur et un peu plus de sécurité contre ces coupures et ces délestations, enfin ces systèmes de délestage. Alors dans sa stratégie, hein, Jean-Marie, de développement énergétique, l'État camerounais est souvent, comme les autres États d'ailleurs, confronté aux problèmes de financement. Quels sont les recours possibles? Vers qui se tourner finalement pour financer ces projets? Vous savez, les grands projets, on les appelle en Afrique les grands projets infrastructurels. Donc on se retrouve sur quoi? On se retrouve, si vous voulez, sur une problématique qui est la plus importante pour toute l'Afrique. Je dis toujours, sur ce plateau, on nous parle souvent d'émergence. L'émergence, si vous voulez se construire, elle ne se décrète pas. Donc tant que vous n'avez pas d'électricité, je ne vois pas comment vous pouvez développer un pays, pouvoir développer l'agriculture, pouvoir développer, si vous voulez, la vie même sociétale. C'est très très difficile. Nous connaissons tous des délestages. Donc la stratégie énergétique qui est mise en place par le Cameroun, elle a souligné tout à l'heure Mme Altermat, c'est que nous avons, si vous voulez, pas mal de barrages au Cameroun. Mais malheureusement, les stratégies qui sont mises en place sont des stratégies qui font toujours dépendre le pays de l'extérieur. Il est temps aujourd'hui, j'avais dit sur ce plateau, que la seule chose dont on a besoin l'Afrique, si vous voulez, c'est de former des ingénieurs. Nous avons besoin de ces ingénieurs-là qui puissent donner aux pays africains la maîtrise des différences techniques et énergétiques qui sont possibles dans le monde entier. Et aujourd'hui, que vous ayez une diversification sur en Afrique et au Cameroun en particulier, puisque nous sommes en train de parler du Cameroun, je dirais que la dimension énergétique au Cameroun est une dimension qui doit privilégier beaucoup plus le solaire. Comme elle a dit tout à l'heure notre invité, le solaire, c'est-à-dire c'est l'énergie la plus peut-être au démarrage. Les investissements sont lourds, mais c'est l'énergie, si vous voulez, qui est non seulement la moins polluante au monde et que l'Afrique a en abondance. Donc, ça permet aussi de mieux, comment dirais-je, équiper ces villages ruraux-là, tout simplement. Pourquoi? Parce que ce sont des petites unités qu'on va construire. Alors que maintenant, quand vous prenez un barrage, ce qui se passe au Cameroun, c'est quoi? Au Cameroun, vous n'avez pas de problème essentiel au niveau de la production de l'électricité. La problématique du Cameroun, c'est au niveau du transport de cette électricité-là d'un point à un autre. Dès l'instant que le Cameroun, si vous voulez, aura mis en place et solutionné ces problèmes de transport d'électricité, je pense que vous aurez pas mal de cités au Cameroun qui seront pourvus en électricité. Mais maintenant, la diversification, elle est nécessaire. J'ai vu là que récemment, vous avez une délégation qui est partie au Cameroun pour évaluer l'électricité au niveau de la biomasse en termes de production. La biomasse, ça permet quoi? La biomasse a deux effets. Il y a des effets environnementaux. Au lieu qu'on laisse nos villes envahies par les détritus, on peut, comment dirais-je, utiliser la biomasse à travers cette énergie-là. Donc, cette diversification-là, elle est souhaitable. Mais moi, je mettrai en priorité le soleil, je mettrai en priorité, comment dirais-je, cette biomasse-là qui nous permet en sorte que les villes soient un peu plus propres en recyclant tous ces déchets-là. Monsieur Dion. Je pense que la réalité de l'Afrique en général, elle est celle que vous décrivez. Mais la particularité en ce qui concerne le Congo, c'est que, outre le fait qu'effectivement on peut faire appel à l'énergie solaire, puisque le soleil, il nous est donné par le bon Dieu gratuitement, mais le Congo a cette particularité d'être vraiment baigné avec beaucoup d'affluents. Beaucoup de rivières, et nous avons donc l'un des plus grands fleuves d'Afrique, sinon du monde, le deuxième après le Nil, du point de vue de sa longueur. Donc ça fait en sorte que nous avons eu la chance, nous, en ce qui concerne le Congo, avec son Excellence le président Denis Sassou Nguesso, d'avoir un programme des 10 dernières années, des programmes appelés municipalisation accélérée, qui faisaient en sorte que dans chaque département, nous en avons 12, on puisse doter chaque département des barrages hydroélectriques qui pourront permettre justement l'indépendance énergétique du pays. Et j'en profite donc de l'occasion pour dire que voilà un sujet qui est extrêmement important pour l'Afrique. Au lieu que nous, les Congolais, nous puissions analyser et réfléchir sur ces questions énergétiques, eh bien, nous avons un monsieur Djou Malisenga, qui a écrit un pamphlet
contre le président de la République, contre le Parti congolais du travail qui est le parti au pouvoir, en faisant ce que moi j'appelle une grande imposture. C'est-à-dire qu'il a fait une usurpation de documents officiels du parti, alors que ça fait bientôt 1 an et demi qu'il a démissionné du Parti congolais du travail ici en France. Il s'est mis dans l'opposition, ce qui est tout à fait normal, mais c'est une démission verbale. Et il est affiché dans toutes les manifestations de l'opposition avec M. Charles Zakari Boao. Et là, aujourd'hui, il nous fait une usurpation d'identité, de documents officiels, une usurpation d'identité, une usurpation des documents officiels, du logo du parti. Il fait des injures, des blasphèmes à l'égard du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Il fait des injures et tient des propos irrespectueux vis-à-vis du secrétaire général Pierre Ngolo du Parti congolais du travail et vis-à-vis du secrétaire chargé à l'organisation, le camarade Ngakala Michel. Et il fait de la divulgation des documents secrets du Parti congolais du travail. Il fait une communication diffamatoire contre le PCT sur Internet et sur les réseaux sociaux. Il fait de l'incitation à la révolte et à la rébellion des membres du Parti congolais du travail. Et il n'a jamais participé depuis 1 an et demi aux activités du PCT. Et conformément donc, alors cette dénonciation calomnieuse fait en sorte que, en tout état de cause, en ma qualité de président du Parti congolais du travail, j'ai décidé donc, regardant du titre 4 de la discipline au sein de notre fédération, de constater que c'est une faute lourde. Et comme telle, elle est d'une gravité inexcusable. Donc, Monsieur Dioumali Senga... Monsieur Dion, s'il vous plaît, on va rester concentré sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le projet d'électrification Cameroun. S'il vous plaît, merci. vous avez eu suffisamment de temps. Pardonnez-moi, on n'a plus beaucoup de temps du tout. Jean-Marie, on va reparler de l'électrification au Cameroun. Est-ce qu'un projet d'interconnexion, du coup, pour pallier aux problèmes de financement, serait envisageable éventuellement pour réduire ces contraintes? Le manque de financement en Afrique impose aux États africains aujourd'hui de procéder à une mutualisation, si vous voulez, des fonds disponibles. Parce que cette mutualisation-là, quand vous prenez les zones transfrontalières, permet éventuellement, si je prends un pays comme le Congo avec lequel le Cameroun a une frontière, je prends un autre pays, si vous voulez, comme la RDC qui est un peu plus loin, je prends le Tchad qui est en haut. Si vous avez chacun des États qui se fixe ses propres objectifs uniquement au plan interne, c'est-à-dire ce sont des projets qui peuvent fonctionner, mais ces projets-là auront moins d'efficacité que si on avait une mutualisation des fonds de ces États-là, et ça accélérerait très rapidement le processus, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'entre-temps aussi, vous avez ce qu'on appelle l'échange d'expérience. Donc il est nécessaire, comme je l'ai dit souvent sur ce plateau, pour la plupart de nos États africains, il est impératif que nous puissions construire des fonds de mutualisation qui permettent aux États de pouvoir aller au bout des différents projets que nous avons, puisque manque de financement. Merci Jean-Marie. Voici un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. En République démocratique du Congo, le dialogue politique entre dans le vif du sujet. Les discussions de ce mardi ont porté sur la place du président Joseph Kabila après le 19 décembre 2016 et puis adoption d'un nouveau code pénal au Tchad. Principale innovation, l'abrogation de la peine de mort et l'interdiction des mariages précoces. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News Roma. Tout de suite.